Nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants afin de permettre l'admission de toutes les personnes en salle d'attente. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions d'assister à notre e-topo qui a pour sujet aujourd'hui le calcul de la hauteur d'eau due à la marée, réalisé et présenté par Didier. Pour le bon déroulement de la séance, nous vous informons que vos micros seront coupés et que vous ne pourrez plus les activer. Nous vous recommandons également de désactiver votre vidéo afin de bénéficier d'une meilleure bande passante. Vous pouvez poser des questions à l'animateur pendant la séance en ouvrant la fenêtre Discussion en bas de votre écran. L'animateur y répondra à la fin du topo. Cette séance est offerte bénévolement par les moniteurs de l'association Les Glénans. Les propos tenus n'engagent que l'animateur de la séance. Didier, je te laisse la parole. Bonne séance à tous. Bonsoir à tous. Donc, au menu ce soir, le calcul de la hauteur d'eau due à la marée. Donc, on va voir essentiellement pourquoi faire ce calcul, comment se présentent les courbes de marée, et puis comment réaliser des graphes de hauteur d'eau de façon assez rapide. Donc là, pourquoi? Donc là, par exemple, sur la photo, vous voyez une photo de Saint-Malo où il y a un petit chemin qui va de Saint-Malo à l'île appelée le Petit Bay. Et ce passage est sous le niveau de l'eau à pleine mer. Donc il est bien de savoir à quelle heure il faut partir euh, des îles, hein, du Petit Bay ou du Grand Bay, avant que la marée arrive et empêche tout passage, tout retour vers Saint-Malo. Euh, Sinon, il faut attendre la marée suivante, donc c'est au moins 6 heures d'attente. Sinon, d'autres raisons, c'est simplement pour la navigation. On a des endroits, les deux chiffres entourés par des cercles rouges, là, sont des profondeurs d'eau qui sont de l'ordre de 50-60 cm. Et par gros coefficient de marée, par fort marnage, les bateaux qui ont un tirage assez important, un tirant d'eau de l'ordre de 2 mètres, ne vont pas pouvoir passer à cet endroit. Donc, soit il faut le contourner, soit il faut attendre un peu que l'eau remonte. Et puis, pour prendre un mouillage également, là, vous voyez une anse qui se situe du côté de Cancale. Et cette anse est complètement découverte à marée basse. Et donc, si vous vous approchez trop près, vous allez probablement échouer avec votre bateau. Et si ce n'est pas votre intention, c'est désagréable. Donc c'est bien en arrivant de savoir quelle hauteur d'eau on a sous le bateau et si on peut, en faisant un calcul rapide, y passer la nuit. Ensuite, donc, beaucoup de ports en Bretagne Nord ne sont pas ouverts tout le temps, des seuils, des écluses, etc. Et là, par exemple, c'est le seuil du port des Sablons à Saint-Malo. Il est à 2 mètres au-dessus du zéro hydrographique. Donc, pour un bateau qui a 2 mètres de tirant d'eau, il faut qu'il y ait 4 mètres d'eau. Il faut que la marée soit à 4 mètres d'eau pour pouvoir passer par-dessus ce seuil. Sinon, on tape dessus et ça peut faire des dégâts sur le bateau. Enfin, non, autre situation, c'est pour passer sous un pont. Donc là, sur le pont qui est à gauche est marqué sur la carte, là où il y a la flèche, et il y a une indication qui donne la hauteur d'eau par rapport à la hauteur moyenne de vives eaux, coefficient 95, et là, donc, c'est marqué 17, donc pour 17 mètres. Et si votre bateau a un tirant d'eau supérieur à 17 mètres, il faut éviter de passer quand la marée est trop haute.
Donc là, c'est mieux de passer quand la marée est plus basse. Et puis ensuite, simplement pour reconnaître les amers qu'on va pouvoir trouver. Là, on est sur l'île des Chausées. On voit sur la photo de gauche la même balise que sur la photo de droite, sauf que d'un côté, c'est à marée basse, donc la balise est complètement découverte, et de l'autre côté, c'est à marée haute. Donc, d'un côté, à marée basse, on la verra probablement plus loin que si la balise est pratiquement ne dépasse l'eau que de 1 mètre, voire 1,50 m. Donc les informations pour pouvoir calculer cette hauteur d'eau, on les trouve sur des sites que j'appelle des sites de référence. Comme site internet, je citerai en premier le site de marais.chaume.fr, un des sites du Chaume. Et ensuite, il y a le site marais.info qui donne les mêmes informations avec les mêmes fonctionnalités pratiquement. Et puis, si vous utilisez une application sur votre téléphone, il est sage de vérifier avant de partir que vous avez des hauteurs d'eau en cohérence avec ce qui est fourni sur le site du Chaume. On a parfois des logiciels qui sont simplifiés et qui ne donnent pas tout à fait, qui ne sont pas en accord dans tous les endroits. Donc, il y a des endroits plus délicats que d'autres, hein, où la marée, elle n'est pas aussi simple qu'elle l'est à Brest ou à Saint-Malo. Donc le site du Chaume, marais.chaume.fr, j'ai affiché une représentation sur la partie droite de l'image. On peut, en mettant soit une hauteur d'eau, soit un seuil dans le cadre en dessous, avoir des informations sur si on met une hauteur d'eau ou le seuil sur les heures à laquelle on va trouver cette hauteur d'eau ou ce seuil. Voilà. Et puis au-dessus, on a les tables de marée avec les heures et les hauteurs d'eau, les heures de pleine mer et de basse mer, et les hauteurs d'eau à ces moments-là, et les coefficients utilisés en France, les coefficients de marée. Je vous présente ici quelques courbes journalières de marée dans différents endroits. Donc à Brest, on a une courbe qui est assez régulière, presque une sinusoïde. Donc là, on va voir qu'on peut faire des calculs relativement précis en tenant compte de cette régularité. À Southampton, là, c'est un peu différent. Vous voyez qu'il y a presque 3 mètres de marnage, mais la marée est très irrégulière. Et donc, ça va être compliqué de trouver des méthodes de calcul. Il vaut mieux utiliser des courbes qui sont fournies soit par le Chaume, soit par l'office qui s'occupe des marées dans le Royaume-Uni. À Pauillac également, c'est proche d'une sinusoïde, mais c'est un peu aplati, et donc certaines approximations ne marcheront pas non plus là-bas. Et au Havre, on a une tenue du plein à marée haute, et si on considère qu'on a presque une sinusoïde, on voit qu'on va faire des erreurs qui vont être relativement importantes. Donc pour calculer la hauteur d'eau due à la marée, il faut avoir au moins un annuaire à bord. L'annuaire des marées du Chaume, que le plus à gauche, présente, tout moins le plus complet, mais il n'existe plus maintenant qu'en version numérique. Et donc il n'a d'informations que sur les marées. Les deux autres annuaires, un almanach du marin breton ou le bloc marine, le bloc côtier, ont comme information les hauteurs d'eau au pleine mer et basse mer, mais ils ont en plus des informations sur les ports, des informations sur la météo, etc. Donc l'investissement est plus... Si vous êtes... voilà, il vaut mieux investir dans le bloc marine ou l'almanach breton si vous n'êtes pas professionnel. On va faire un petit exercice aujourd'hui. On va supposer qu'on est dans un port, dans le port de Dielette, l'année dernière, le 18 mai. Le port est fermé à marée basse par une porte basculante et la porte s'ouvre quand la hauteur d'eau est supérieure à 5 mètres.
Donc, on va voir comment on peut calculer ces 5 mètres de hauteur d'eau. Donc, Dielette, c'est sur la carte de droite, là-haut, tout en haut, sous la flèche rouge. Et donc, ça fait partie des ports rattachés à Saint-Malo. Il y a une hiérarchie des données dans les informations qui sont fournies par le CHOM et dans les annuaires. On a un certain nombre de ports qui sont considérés comme des ports principaux. Donc ça, on les voit sur la carte de gauche, Dunkerque, Calais, Boulogne, etc., jusqu'à Saint-Jean-de-Luz au sud de la France, côté Atlantique, et Toulon, qui sert de référence pour la Méditerranée. Et puis, à chaque port, on a des ports rattachés. Et Saint-Malo, ben, il y a beaucoup de ports qui sont rattachés, y compris des ports anglais. Donc, c'est à partir des informations qui vont être données au port de Saint-Malo qu'on va pouvoir calculer la hauteur d'eau à Dielette sur une journée. Voilà comment se présente l'étape de marée dans l'almanach du Chaume. Donc, on a une première présentation qui est par mois, pour chaque jour, les hauteurs d'eau à marée basse et à marée haute. On a une table également que je n'ai pas prise ici avec les coefficients de marée et une information importante qui est sous le terme prédiction, entouré de rouge, là, c'est quelle est la référence horaire utilisée. Dans l'annuaire du Chaume, toutes les tables sont données en heure UTC plus 1. C'est-à-dire qu'elles sont à l'heure légale d'hiver en France et l'heure légale d'été moins 1 heure en France. Donc là, c'est la table qui concerne Saint-Malo. Pour Saint-Malo, dans l'annuaire de Chaume, il y a des tables qui présentent mois par mois et heure par heure pour tous les jours de l'année, les hauteurs d'eau. Bien, donc pour faire notre calcul de hauteur d'eau due à la marée, on va introduire une notion qui va être l'heure marée. Donc l'heure marée, c'est simplement l'heure de basse mer moins l'heure de pleine mer qu'on va diviser par 6, ou l'heure de pleine mer moins l'heure de basse mer divisé par 6. Voilà, par exemple, on prend ce 18 mai, qui est en UTC plus 1, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance, puisque les différences d'heures vont être les mêmes. Donc, je rappelle que l'heure UTC, donc c'est l'heure légale d'hiver, c'est UTC plus 1, et l'heure légale d'été, c'est UTC plus 2. Donc là, le 18 mai, ça va être après le changement d'heure, donc c'est l'heure d'été. Donc le matin, on voit qu'on a une marée descendante qui commence à 4h11 avec une hauteur de 9,55 m et qui finit à 10h53 avec une hauteur de 3,75 m. Donc si on calcule l'heure marée avec ces informations, donc on va faire moi je me rapporte tout le temps à 6 heures de décalage, puisqu'après il va falloir que je divise par 6. Ça me donne déjà 1 heure plus ou moins quelque chose. Donc là, 4h11, je reprends comme référence donc 4h53, c'est-à-dire 10h53 moins 6h. Et donc 4h11, c'est 4h53 moins 42 minutes. Donc ce qui va me faire, si je soustrais 10h53 moins 4h11, 6h plus 42 minutes, que je divise par 6, et ça me fait 1 heure et 7 minutes. Pour la partie après-midi, donc la marée, donc là on a une marée, pour la marée descendante, on a une marée qui dure plus d'1 heure. Pour la marée montante, ben, on commence à 10h53 et ça finit à 10h38 avec des hauteurs d'eau qui sont du même ordre, 9,80 m au lieu de 9,55 m. Donc on fait la même opération, on fait référence à une durée de 6 heures et puis après on voit qu'il y a un quart d'heure de différence entre les 10h53 et les 10h38 qui correspondent à l'heure de fin de marée moins 6 heures. Et donc là, on n'a plus qu'un quart d'heure à diviser par 6. Donc la division par 6 va nous donner 1 heure
moins 2 minutes et demie, ou 57 minutes et demie. Donc on va appliquer maintenant ce qu'on appelle la règle des douzièmes. Alors la règle des douzièmes, ça consiste à faire une approximation qui part du fait qu'on remarque une courbe qui ajoute d'une certaine façon des douzièmes de hauteur correspond en gros à une sinusoïde, à quelques détails près. Donc si on prend pour la première heure seulement un douzième de la hauteur, ensuite 2 douzièmes de la hauteur, puis 3 douzièmes de la hauteur, etc., ça va nous donner une approximation de la variation de la hauteur d'eau sur la demi-marée. Donc là, on a rajouté une heure aux heures qui étaient sur le tableau précédent, parce que pour tenir compte du fait qu'on est à l'heure d'été. Et puis, on part de 11h53 avec une hauteur de 3,75 m. On calcule la valeur d'un douzième. Donc, pour calculer la valeur du douzième, il faut calculer la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer, qui est de 6,05 m. Donc, le douzième vaut environ 0,5 m. J'ai gardé les 0,4 parce en faisant les additions par un tableur, ça élimine les arrondis. Et puis, donc, pour la première heure, on va donc rajouter 0,5 m, donc ça fait 3,75 m plus 0,5, 4,25 m. Pour avoir la hauteur d'eau à la deuxième heure après la basse mer, on va rajouter 2 douzièmes de plus, c'est-à-dire 1 mètre, un peu plus d'un mètre, 1,10 m, 1 mètre quelque chose, 1,08 m. Et donc ça va nous faire 5,26 m, etc. 3 douzièmes pour la troisième heure, etc. Et donc si on trace les points qui correspondent à chaque heure marée, on va obtenir une courbe qui va avoir cet aspect-là. Et pour avoir la hauteur d'eau à une certaine heure, donc à 15h15 par exemple, on trace la perpendiculaire à l'axe, on va sur la courbe, et puis on va rechercher le point sur l'axe des ordonnées, on trouve 7,50 m. Et inversement, si on veut savoir à quelle heure on a 7,50 m d'eau, eh bien on prend 7,50 m sur l'axe des ordonnées et on va chercher le point correspondant sur l'axe des abscisses. Donc, on peut de la même façon, plutôt que d'utiliser un schéma, on peut utiliser un calcul arithmétique en faisant des interpolations entre nos heures marées. Donc 15h15, c'est entre 14h45 et 15h43. Donc là, je reprends la courbe qu'on avait avant. Et l'heure marée qu'on avait, qui était de 57 minutes et demie. Et entre 15h43 et 14h45, la hauteur d'eau a varié d'1,51 m. Donc c'est ces 1,51 m qu'on va... entre 15h15 et 14h45, si on fait la soustraction, on va trouver 29 minutes et demie. Donc on va faire une règle de 3 et on va obtenir la hauteur d'eau qu'on a à 15h15. Et là, nous trouvons 7,55 m, qui est assez proche des 7,50 m qu'on a par la méthode graphique. La méthode arithmétique est un peu plus précise, mais si on étale suffisamment notre courbe, si on choisit bien nos unités, on a suffisamment de précision pour estimer la hauteur d'eau à 10 cm près. Et maintenant, on va introduire un graphe simplifié. C'est le graphe qui est utilisé dans les livres de bord Glénan. À chaque page, on a quatre grilles qui nous permettent de calculer la hauteur d'eau. Donc pour ce graphe simplifié, on peut le faire sur du papier quadrillé. Donc là, je rappelle les hauteurs d'eau du 18 mai. Donc sur notre feuille, on met des axes, les
les axes des ordonnées, on met un axe des abscisses, et cet axe des abscisses, on va le partager, au lieu de répartir les heures marées de façon uniforme. La première heure marée, on va le mettre à une unité, donc là, c'est une unité, c'est 2 carreaux. La deuxième heure marée, on va la mettre à 2 unités, donc 4 carreaux plus loin. La troisième heure marée à 3 unités plus loin, donc 6 carreaux plus loin. Et puis après, on repasse 3, 2, 1. Et on obtient ainsi on a modifié notre courbe, la courbe des douzièmes qu'on a vue précédemment, de façon à ce qu'on ait la même pente sur toute de la marée basse à la marée haute. Donc là, on reporte les heures marées, on reporte des hauteurs d'eau, et puis on a simplement à mettre la hauteur d'eau au début de la demi-marée, donc ici à marée basse, et la hauteur d'eau à marée haute, et puis après, on prend à 15h15, même méthode, on trouve 7,50 m. On trouve strictement la même chose, puisque entre les points qu'on avait précédemment avec la méthode des douzièmes, et on interpole de la même façon. Donc le résultat est strictement identique entre le graphe précédent et ce graphe qui est dit simplifié. Donc là, maintenant qu'on sait calculer une hauteur d'eau à partir des données qui sont sur un port principal, eh bien, il va nous falloir calculer les hauteurs d'eau pour les ports secondaires. Tout d'abord, on va s'intéresser à la marge d'erreur à Saint-Malo avec cette méthode. Donc, si on compare par rapport à une courbe de marée qui a été donnée par Marée Info pour la même journée, à 15h15, la courbe qui indiquait nous disait qu'on a 7,56 m de hauteur d'eau. Donc, on a vu qu'on avait, là, on a 7,50 m et qu'avec la méthode arithmétique, on obtenait 7,55 m. Donc, on est vraiment dans des marges d'erreur qui sont très faibles. Si par contre, on prend Le Havre, qui est une ville remarquable, mais qui a une marée qui est qui est remarquable aussi d'ailleurs, si on utilise la même méthode, donc j'ai reporté les heures de pleine mer les heures de basse mer et les heures de pleine mer, j'ai tracé mon trait, je prends 9h25, hein, j'ai pris une heure où j'étais sûr d'avoir une erreur relativement importante et qui nous donne, si on procède de la même façon que précédemment, une hauteur d'eau de l'ordre de 5,50 m. Par contre, le graphe qui est fourni là par le CHOM nous dit qu'à 9h25, on a une hauteur d'eau de 6,53 m. Donc on voit qu'on fait une erreur qui est non négligeable, qui est là de l'ordre d'un mètre. Bon, c'est une erreur à laquelle on pouvait s'attendre si on regarde si on compare à l'allure qu'aurait la courbe si elle était vraiment, s'il n'y avait pas cette tenue du plat. Donc en conclusion, la méthode des douzièmes est intéressante quand on a des marées qui sont presque sinusoïdales, donc assez régulières. Donc des marées de cette forme, qui ont cette forme-là, qui sont relativement régulières, une belle bosse de chameau, c'est bon. Mais si on a des bosses de chameau un peu aplaties ou des marées en escalier, comme on a vu pour Southampton, la règle de douzième va forcément nous donner des erreurs. Maintenant, donc, pour les corrections pour les ports rattachés, on va introduire, on va regarder si on est en VISO ou en Mortezo. Et donc pour cela, en France, on utilise la notion de coefficient de marée. Donc sur les annuaires, vous allez trouver ce coefficient jour par jour. Et donc, quand le coefficient est entre 20 et 70, on dit qu'on est dans des marées de Mortezo. Et quand le coefficient est entre 70 et 120, on est dans des marées de VISO. Les marées de VISO moyenne sont à 95 et de Mortezo moyenne sont à 45.
Donc, ce coefficient est utilisé pour caractériser la nature de la marée sur toutes les côtes françaises. C'est utilisé qu'en France. Maintenant, donc, pour chaque port rattaché, on va avoir des corrections. Donc, pour trouver ces corrections, on a dans nos annuaires une table des ports rattachés. Donc là, c'est la liste des ports. Le début de la liste des ports rattachés à Saint-Malo, et sur laquelle on a le port qui nous intéresse, le port de Dielette. Et on a une ligne qui va nous donner les corrections en viso ou mortezo, en pleine mer et en basse mer. Donc, allons-y. Donc, j'ai reporté les informations qui vont nous intéresser pour faire cette correction. Et les informations qui vont être importantes sont les heures qu'on a inscrites là sur la ligne de Saint-Malo et les hauteurs d'eau qui sont au port principal. Donc, toujours la même remarque, hein, les informations sont fournies à UTC+1. Et donc, on va prendre des intervalles pour les corrections. On va prendre des intervalles de 2 heures autour des heures de référence. Voilà, par exemple, ici, les heures de référence, c'est 8h, 20h, 1h25, 13h25. Donc, ça va nous donner des intervalles qui vont être de 6h10, 10h, 18h, 22h, où là, on appliquera une correction de 35 minutes pour les visos, et pour les mortesos, entre de 23h25 à 3h25 ou de 11h25 à 15h25, on appliquera une correction qui sera de 50 minutes. Et si l'heure de la pleine mer à Saint-Malo n'est pas compris dans ces intervalles, alors on fait juste la moyenne entre les deux corrections. Pour la basse mer, bon, on opère de la même façon. On prend les intervalles entre les heures de basse mer, de viso, de mortezo, et puis on obtient des intervalles et on va regarder l'heure de pleine mer, le jour qui nous intéresse à Saint-Malo, pour ensuite évaluer la correction à faire. Donc là, on va aller voir comment on procède. Donc, on va afficher les heures de marée à Saint-Malo. Là, je vais vous montrer 3 exemples hein, qui vont vous montrer comment on procède. Donc, au lieu de prendre le 18 mai, il va y avoir le 11 mai, le 15 mai, le 18 mai, parce que les coefficients sont différents et donc les références sont différentes. Donc là, par exemple, pour la basse mer, c'est 5h19 la basse mer. Donc, on regarde ici, et on est en viso puisque le coefficient est de 83. Et donc, viso, basse mer, Saint-Malo, l'intervalle qui nous intéresse, c'est 1h50, 5h50. 5h19, ça tombe bien, c'est dans l'intervalle. Donc, il va falloir faire une correction de 20 minutes sur la basse mer. Donc, une correction de 20 minutes, ce qui va nous donner 5h19 plus 20 minutes, 5h39. Voilà, on fait la même chose pour la pleine mer. Donc, on va aller un peu plus vite. Hein. Les deux valeurs qui nous intéressent, c'est le coefficient, donc 83, on est toujours en viso. 10h40, et donc 10h40, c'est bien compris dans l'intervalle 7h-11h. Et donc, on va avoir une correction de 35 minutes. On peut effectuer la correction dans notre nouvelle table. Ensuite, si on avait été le 15 mai, on opère de la même façon. Et là, on est sur des coefficients qui sont des coefficients de mortezo. Et on retrouve pour les mortezo, pour la basse mer, un intervalle qui correspond à la correction brute. Et enfin, pour le 18 mai, la journée qui nous intéresse, donc la pleine mer est à 5h11, et 5h11, c'est plus dans l'intervalle
On est en mortes eaux puisque le coefficient est de 51. Et donc, on n'est plus dans l'intervalle de 0h25, 4h25. Et même chose pour la basse mer. Donc, les corrections qu'on va faire sont la moyenne des deux corrections qui sont inscrites dans les tables. Donc, on repart pour le 18 mai. Maintenant, on va calculer les corrections de hauteur. Les corrections de hauteur, ben, on regarde la hauteur d'eau dans le port principal, à Saint-Malo. Et puis, en dessous, on a des corrections qui sont à effectuer quand au port principal, on a ces pleines mers de 12,20 m, mais il faut faire une correction de 2,45 m. Ou si la pleine mer de Mortezeau est de 9,30 m, il faut faire une correction d'1,85 m. Mais donc, il y a des jours où ce n'est pas le cas. Donc, pour ça, bon, on va refaire une interpolation. Donc, on va prendre 12,20 m. On prend un graphe. Hein, vous prenez un papier quadrillé et vous faites des unités qui sont facilement divisibles. Et puis là, donc, on met le point 12,20 m, 2,45 m, qui est ce point-là. On met le deuxième point, 9,30 m, 1,85 m, qui va se situer ici. On trace une droite entre les deux. Et ensuite, on va aller chercher les valeurs de la pleine mer à Saint-Malo pour avoir les corrections de pleine mer. Donc la première, 9h57, ça va nous donner une correction de 1,90 m. Et la deuxième, 9,81 m, ça va nous donner une correction d'1,95 m. Voilà, donc après, on a notre table complète pour les pleines mers. Là, pour la basse mer, je vais vous montrer simplement qu'on peut le faire algébriquement. C'est une formule qui est un peu, bon, qui n'est pas très compliquée, mais il faut réfléchir ou l'avoir pas loin pour, pour l'utiliser. C'est juste une interpolation linéaire avec les hauteurs d'eau du coefficient à 4,30 et le coefficient à 1,50, 4,30 et 1,50 qui sont là. Et puis donc pour le coefficient, quand on a 3,75, ben on fait une règle de 3 et ça va nous donner, dans le cas présent, 65 cm, 0,65 m. Et donc maintenant, ben on a pour les marées de la journée, les hauteurs d'eau qui nous intéressent à Dielette. Donc voilà, donc si on trace la courbe entre 7,67 m pour le matin, 7,67 m et 3,10 m, on met les heures marée, on procède de la même façon que précédemment, hein, on calcule la durée de la marée, on fait une soustraction, l'heure marée on divise par 6, les marnages, on fait la différence entre la pleine mer et la basse mer, et on peut tracer cette droite qui nous dit qu'on va avoir 5 mètres d'eau à 9h21. Et qu'après 9h20, on va dire, bah, la porte basculante sera remontée et on ne pourra plus sortir du port. Donc ce jour-là, bah, il faudra se lever suffisamment tôt pour avoir un départ à 1h qui est un début de navigation vers 9h. Voilà, et puis on peut faire la même chose pour l'après-midi. Donc on reprend la table, on calcule la durée de la marée sur la marée montante, la durée de leur marée, le marnage, on fait notre graphe, et puis ben, je vous laisse faire. C'est relativement facile à faire et je pense que vous trouverez la solution à partir de quelle heure on peut repartir de Dielette. Voilà, toutes les informations, les annuaires que j'ai utilisés, ben, ce sont les annuaires de marée 2020 et 2021 qu'on trouve sur diffusion.chaume.fr. Ce sont des annuaires payants. Et puis j'ai utilisé les sites data.chaume.fr, marée.chaume.fr et marée.info pour faire cette présentation. Voilà, ben, si vous avez des questions, je vais essayer d'y apporter des réponses.
Eh bien, Didier, nous en avons. Voici la première. La règle des douzièmes est-elle applicable dans le monde entier? Pour de- alors dans le monde entier, non, parce que dans le monde entier, les, les marais qui qui ont une forme sinusoïdale sont pas si courantes que ça. Moi, c'est courant sur la Manche. Après, ça peut être des journées, tout moi, ça peut être, il faudrait réfléchir pour utiliser la même méthode sur des marées qui ne sont pas semi-diurnes comme celles qu'on a dans la Manche sur l'Atlantique, mais diurnes, c'est-à-dire avec une seule marée par jour, mais sinusoïdale, on doit pouvoir appliquer la même méthode. Mais sinon, sur des marées qui sont irrégulières comme celles que j'ai montrées au début, c'est pas la peine d'y penser, quoi. Il vaut mieux avoir les horaires de marée donnés localement avec leurs particularités et puis garder un pied de pilote, augmenter le pied de pilote. C'est-à-dire qu'au lieu de vous prendre une sécurité de 80 cm, par exemple, on prend une sécurité d'1,50 m et comme ça on évite les incidents et puis on arrive plutôt au port si c'est des ports sur lesquels on ne peut pas rentrer. On fait attention avant de sortir, quoi. Voilà. Quels sont les logiciels de marée les plus utilisés? Alors j'utilise très peu. Moi, j'utilise ce que je vous ai montré, là, les sites du Chaume et de Marée Info. Euh, la plupart beaucoup de sites sur lesquels je suis allé, j'ai été un peu surpris. Il suffit de prendre la marée au Havre et regarder la courbe de la marée au Havre pour voir si la qualité du logiciel est correcte. Après, il y a un tas de logiciels qui s'appellent le tag de quelque chose ou marée quelque chose qui peuvent vous donner. Alors, Marée a fait un site que je n'ai pas adopté parce que je n'ai pas trouvé très pratique d'utilisation. Alors, des questions pour la Méditerranée. Y a-t-il des marées en Méditerranée? Et si oui, faut-il en calculer les hauteurs d'eau? Et encore, quel est le port de référence pour la Méditerranée française? Alors, je l'ai cité, le port utilisé par le Chaume comme port principal, c'est Toulon. Après, si on regarde les ports qui sont rattachés à Toulon, il y a quelques ports de la Méditerranée française, mais sur le site du Chaume, le site marais.chaume.fr, vous pouvez trouver les hauteurs d'eau, les hauteurs de pleine mer et de basse mer pour beaucoup d'endroits sur la planète, donc pour toute la Méditerranée. Et effectivement, il y a une petite marée en Méditerranée qui est de l'ordre de 60 cm. Voit sur la côte méditerranéenne française, elle peut être beaucoup plus importante au fond de l'Adriatique, à Venise, parce que se cumulent plusieurs effets, un effet de marée et un effet qu'on appelle un effet de sèche, c'est-à-dire qu'il y a une oscillation du bassin qui fait que l'eau est haute d'un côté, basse de l'autre, et puis ça oscille. Et puis il y a des zones du côté du Maroc où il y a des marées qui sont aussi relativement plus importante que dans le reste de la Méditerranée. Alors, on demande aussi pour quelles raisons certaines courbes de marée n'ont pas une forme sinusoïdale. Sinusoïdal, c'est simplement Oui. parce que localement, il peut y avoir des hauts fonds, il peut y avoir des sorties de rivières, il peut y avoir des faits. Voilà, localement, la géographie fait que les marées sont perturbées. Alors, ça peut être par plusieurs phénomènes, des réflexions d'ondes, ou là, au Havre, qui est caractéristique, une tenue de la marée pendant un certain temps, ou par exemple dans la Gironde, il y a le fait que plus on s'enfonce dans la Gironde et plus les fonds plus la hauteur d'eau est faible, et donc là, ça perturbe le caractère sinusoïdal de la marée.
Par rapport à quelle hauteur est exprimée la hauteur de houle? Est-elle en plus ou en moins de la hauteur de la mer? Ben, c'est la hauteur, on considère que la houle, la- alors la houle c'est compliqué parce que on donne des hauteurs de vagues caractéristiques et c'est un mouvement qui vient se rajouter sur la hauteur d'eau. Donc si on considère que que la mer est plane sans la houle et sans les vagues, euh, la houle, ça vient s'ajouter et se retrancher. C'est-à-dire que si vous avez euh, une amplitude de houle de 1 mètre, ça veut dire que vous avez 1 mètre au-dessus et puis 1 mètre à retrancher. Donc vous avez dans le creux de la houle, vous avez 1 mètre de moins. À quoi correspondent les hauteurs d'eau indiquées sur la carte? Haute mer, basse mer? Alors les hauteurs d'eau indiquées sur les cartes maintenant qui respectent les préconisations internationales, c'est hauteur d'eau à la marée la plus basse. Donc c'est la hauteur d'eau à marée basse de coefficient 120. Mais c'est une hauteur d'eau théorique. Le, le coefficient 120, c'est exceptionnel. Je ne l'ai pas connu depuis que je navigue. Euh, à partir de quel coefficient considère-t-on qu'on est en vives eaux ou en mortes eaux? Le coefficient moyen, c'est 70. Donc au-dessus de 70, on est en vives eaux. Et en dessous de 70, en mortes eaux. Donc entre 20 et 70, c'est mortes eaux. Et entre 70 et 120, c'est vives eaux. Et ça sera la dernière. Quel est l'équivalent des coefficients de marée ailleurs qu'en France? Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Les Anglais regardent les hauteurs d'eau à basse mer, à pleine mer, et puis on regarde ça par rapport à une hauteur d'eau moyenne. Donc à des basses mers moyennes ou des hautes mers moyennes. Mais ils ont pas le coefficient. On peut faire le même. Ça complique un peu, mais ça donne de toute façon une indication sur le fait qu'on est en viso ou en mortezo. Et là, je pense qu'on a un peu de temps pour dire une dernière. Pourquoi ne fait-on pas une interpolation pour les différences d'heures? Ouais, c'est le CHOM qui préconise ça. Moi, le CHOM dit que ça n'a aucun sens de faire des interpolations pour les heures. Après, c'est bien pratique de ne pas avoir à les faire, quoi. On prend les corrections pratiquement brutes voilà, ça va plus vite que de refaire une interpolation en fonction des heures où là, il faut des interpolations horaires, c'est plus délicat à faire parce que le coût des 60 minutes, ça peut perturber un peu. Malheureusement, nous ne pouvons pas prolonger le temps qui nous est imparti à ce chapitre. Si votre question n'a pas été posée, Didier ne manquera pas d'y répondre prochainement sur Facebook. Didier, je te rends la parole pour finir la séance. Bien, bah, merci de m'avoir écouté, de m'avoir posé des questions. Et puis, si vous avez plus d'informations ou compléter vos informations sur les marées, vous pouvez consulter le cours des Glénans. Il y a plus, il y a un chapitre où vous avez plus d'informations sur l'origine de la marée, etc. Donc ça peut être de la culture générale intéressante. Les prochains topos, ben, c'est le 30 mars, les manœuvres sous SPI. Le 13 avril, on va voir les feux de signalisation. Et le 27 avril, le topo va vous présenter la navigation en vue des côtes. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur le site des Glénans, www.glénans.asso.fr.
Le site des moniteurs était hébergé par OVH, donc il y a encore un peu de travail pour pouvoir le rétablir, mais ce sera fait prochainement. Et puis, vous pouvez nous joindre si vous avez envie de présenter des topos, n'hésitez pas. Écrivez à cdmeb@glenan.asso.fr et puis on regardera comment vous insérer dans cette démarche. Et sinon, vous pouvez revoir ce topo sur Facebook Les Glénans, la page du site des Glénans qui s'appelle Les Glénans École de voile. Et vous trouverez les vidéos sur ce site-là et les réponses aux questions que je ne demanderai pas de faire prochainement. Eh bien, merci d'avoir écouté et à la prochaine séance, donc le 30 mars à 21h. Merci.